Et bonjour à vous sur YouTube. Bienvenue dans cette rediffusion de ce live en IRL que je m'apprête à faire. Je vais me balader en fait dans l'INRIA. L'INRIA, qu'est-ce que c'est? C'est un laboratoire d'informatique, c'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. On va voir pas mal de choses, de la cybersécurité, de la robotique et des tas de trucs en lien avec l'Internet des objets. Et je vous mettrai aussi normalement le live complet en rediffusion sur une chaîne privée, comme ça pour aller voir, si vous voulez voir toute la vidéo complète. Voilà, moi il me reste plus qu'à aller à l'intérieur, mettre une petite chemise de circonstance, vous allez voir. Peut-être déjà une première question avec mon intervenante que je vais laisser se présenter, c'est qu'est-ce que ça veut dire INRIA et qu'est-ce qu'un laboratoire d'informatique? Alors, INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Donc INRIA, c'est un peu plus qu'un laboratoire, car c'est justement un institut national. Donc c'est le même statut que le CNRS, car les gens connaissent un peu plus le CNRS. Salut. Thomas, c'est par là ou par là? Ouais, tout à fait. C'est le dernier bureau tout au fond. Ok, merci. Alors bonjour à tous, moi c'est Thomas Mufuma, première année de doctorat, ici à l'équipe d'Efrost. Mon sujet de thèse c'est l'intégration et la modélisation de capteurs dans les systèmes souples. Ce que vous pouvez voir là, c'est un système qui représente le système cardiaque, tout simplement. Ah d'accord, ok. Donc là, on a le cœur ici. En fait, l'idée c'était de représenter le plus fidèlement possible et à la fois le plus simplement possible les différents mouvements du cœur, puisque le cœur est un muscle dont le comportement et les mouvements sont très très complexes, tête vers le bas. C'était plus une question encore une fois de pratique, de conception. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une partie translation, mais en même temps, on a un petit effet de torsion grâce à un effet cam ici qui se fait. Pour donc reproduire. Voilà, on a un petit peu de torsion du cœur, puisque en réalité, on a cet effet de torsion. Bon, on nous dit il est trop gros, du coup, pour une greffe, c'est pas terrible. Non, pas de souci, je le recommande pas. Effectivement, concrètement, comment est-ce que ça aide les chirurgiens, en fait, comment est-ce qu'ils peuvent s'entraîner dessus? Alors, nous, du coup, l'idée dans ce projet, c'était de simuler le comportement d'une sonde de pacemaker, puisqu'une sonde de pacemaker, c'est souple. On en a plusieurs ici. Lors du projet, j'ai dû mettre des marqueurs et je vais vous expliquer pourquoi on utilise ces marqueurs. En fait, là, c'est une sonde de pacemaker, ce qu'on va vous introduire, en fait. Alors, si je le montre là, le chirurgien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une petite incision sous la clavicule. Il va venir insérer la sonde, il vient insérer là. Hop. Et normalement, tout ça, c'est dans l'eau, par contre, pour que ce soit vraiment... Nous, on le fait dans l'eau. Après, bon, on a le flux sanguin, et en fait, le flux sanguin va avoir cet effet en fait, on vient insérer jusqu'au cœur à la fin, et donc on va pouvoir voir avec les petites valves, vous voyez là, les petits mouvements, on voit bien qu'il y a le flux sanguin, le flux d'eau, du coup, qui imite le flux sanguin. Et nous, du coup, voilà, donc on a traqué, là on voit que la caméra, elle perçoit ces valeurs, ces coordonnées, et on a reproduit exactement les conditions réelles de l'expérience. L'un des premiers projets sur lequel j'ai travaillé, c'était cette tentacule. À l'origine, c'est la tentacule que vous voyez ici. Ah oui, d'accord, ce qui est au fond là-bas. Qui fait 1,50 m. Il est superbe ton spermatozoïde. Et c'était une collaboration. En fait, on a eu des danseurs qui ont interagi avec ces tentacules-là. Il y avait quelques problèmes parce que, notamment, en fait, on a des grands espaces d'air, du coup, c'est pas très... Les mouvements, des fois, sont un peu saccadés, choses comme ça. Donc, en fait, là, on est arrivé sur une nouvelle version. On a une version un peu plus stabilisée, qui déjà, elle tient bien toute seule. Donc là, si vous voyez, là, juste là, au niveau des poulies, on a plusieurs câbles. On peut exactement voir ça comme une marionnette, pour le coup. En fait, quand j'ai bougé directement sur Sofa, je vais pouvoir aller interagir directement avec le robot. Et donc, voilà. La partie intéressante, c'est que voilà, donc là, on a vraiment un truc qui est vraiment déformable. Juste avec les fils, alors, je sais pas si on les voit bien, mais effectivement, il y a plein de... Il y a plein de petits fils qui sont là. Après, pareil, je peux... Ah oui, du coup... L'avantage, en fait, avec Sofa, c'est que vraiment, je dirige les 3 moteurs à la fois. En fait, il va me calculer les longueurs de câbles que j'ai besoin pour chaque étape que je veux reproduire, et après, il va juste les renvoyer au moteur directement. D'accord. If I were a wealthy man... On dirait un verre... ça fait un peu verre de terre, là, du coup. On va enchaîner avec l'équipe Vals
travaille sur le système ici qui modélise le comportement d'un hélicoptère. Donc c'est une barre avec deux moteurs, un à l'avant et un queue. Et le but sur quoi je travaille, c'est donc de contrôler ce système-là. Donc contrôler, c'est-à-dire développer et implémenter les algorithmes de contrôle, l'orienter à la fois sur les rotations à la fois verticales et horizontales. Donc les applications que ça peut avoir, c'est dans le domaine par exemple aéronautique, le mode de pilotage, de contrôle, tout ça, de tout ce qui est peut-être avion, hélicoptère, ou même dans la spatialisation, tout ce qui est fusée, missile, etc. En signal d'entrée, on peut mettre ici je contrôle sur l'angle horizontal, et donc le but ça va être de le contrôler en essayant de respecter certains critères, donc la vitesse à laquelle on va atteindre l'objectif, la robustesse, la précision, tout ça, stabilité. On a un contrat avec une start-up qui travaille avec un dispositif pour communiquer sur l'eau. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Nous, on fait la reconstruction de la parole. Donc, l'entreprise a développé ces tambours. On peut parler entre deux plongeurs mais sous l'eau. Je suis censée vous parler d'outils sur les attaques par canaux auxiliaires. On peut regarder un peu le tableau. Je vais vous expliquer un petit peu le principe. Du coup, déjà, donc moi, comme je le disais, je travaille plutôt en sécurité. Donc plus sur une partie qui s'appelle en fait la défense contre ce qu'on appelle les attaques par canaux auxiliaires. C'est ce genre de choses-là. Donc pour me donner un petit peu l'idée de ce que c'est, imaginez vous avez, je sais pas, un téléphone par exemple. En général, pour vous connecter sur votre téléphone, vous utilisez un code PIN ou un petit mot de passe ou des choses comme ça. Donc ce que j'ai représenté ici. Si votre mot de passe est bon... Un petit personnage... Oui, c'est ça. Un petit méchant. Le méchant, d'accord. Je me disais, il a des cornes, là, quand même. Mes qualités de dessin. Oui. Du coup, si le mot de passe est bon, du coup, on peut ouvrir le téléphone et se connecter. S'il n'est pas bon, ça fait un échec. Du coup, une personne malveillante, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc, elle peut faire ce qu'on appelle, du coup, une attaque par canaux auxiliaires, c'est-à-dire qu'elle va effectuer des mesures, par exemple, sur le téléphone, sur l'ordinateur, ce genre de choses. Et en fait, elle va voir ce qui se passe dès qu'on met un mot de passe, qu'il soit correct ou incorrect, par exemple. Donc, par exemple, si le mot de passe est incorrect, par exemple, si le mot de passe c'est 4-0, le vrai mot de passe qui marche c'est 4-0 et que là, la personne met un truc aléatoire, et ben, le téléphone va dire tout de suite, bah non, c'est faux. Par exemple, le téléphone va vérifier caractère par caractère que le mot de passe est bon. Du coup, il va passer potentiellement un peu plus de temps. Et du coup, le temps pour dire succès va être A plus un certain temps. Donc là, l'attaquant va être capable de dire, OK, bah, le mot de passe correct, en fait, je vois qu'il met telle durée de temps à être émis. Et du coup, à terme, le vilain, en fait, est capable de dire, bah, je sais reconnaître parmi tel mot de passe par rapport aux mesures que j'ai eues ici, donc sur le téléphone, s'il est correct ou pas. Donc c'est un petit peu cette idée-là, en fait. Les attaques par canaux auxiliaires, c'est on va avoir un appareil, un ordinateur, un téléphone, on va faire ce qu'on appelle des branchements dessus, et on va, en tant qu'attaquant, on va mesurer un petit peu si, par exemple, pour un certain secret, un mot de passe, on peut avoir, je sais pas, un certain temps d'exécution, une certaine consommation d'énergie, des ondes électromagnétiques, ce genre de choses. Et du coup, déterminer si le mot de passe est correct, si la donnée qu'on a est en effet un mot de passe, ou ce genre de choses. Bravo Spirals, en tout cas. Salut. Bonjour. On est un peu en retard, désolé. Équipe Paradise, ouais. Donc, Quentin Scholler, donc je suis jeune chercheur chez Paradise, et on est une équipe qui s'intéresse plutôt à... donc on est une équipe de matheux, on est rattaché au laboratoire Papin-Levé, et on s'intéresse à donc, des équations dérivées partielles, donc effectivement des équations qui viennent de la physique, en espace, donc ça c'est une variable d'espace, ça c'est mon équation, ma solution de départ, on va dire, U0 de x. L'équation, c'est une qui est assez connue, c'est Korteweg-de Vries, donc c'est cette équation-là. Et ça modélise. Et c'est là où, entre guillemets, on a besoin, pour bien comprendre les choses, de l'outil numérique. Bon, là, il faut vraiment imaginer des vagues et des... Oui, c'est plus simple de... Voilà. On oublie la mécanique quantique là-dessus. Voilà, faut limite oublier la mécanique quantique. Exactement. C'est une vidéo qui fait gagner beaucoup de temps de calcul. Oui, d'accord. et donc, si je lance la simu, donc en fait, on fait tourner le condensat. Ça bouge bien là-bas. Ça bouge bien. Et on va voir, donc là, c'est direct le bon jeu de paramètres. On voit des vortex qui se forment dans le condensat. Et celui de droite, c'est quoi du coup pour le... Ça, c'est la phase. C'est la phase de mon... En gros, pour faire simple, un vortex quantique, c'est une perte locale de densité ici, et un saut de phase,
Parce qu'en fait, okay. je travaille avec des nombres complexes, donc je vais montrer cette vidéo. C'est la même vidéo, juste à droite maintenant, c'est j'ai un algorithme qui détecte mes vortex et qui les trace en temps réel. S'ils sont bleus, en gros, ils tournent dans un sens, et s'ils sont rouges, ils tournent dans l'autre sens. Donc voilà, donc là il y a des bleus, il y a des rouges. Et je peux lancer la même vidéo où je garde trace de où les vortex sont passés. Mais en fait, tous les vortex qui tournent dans un certain sens, par exemple, ils sont que à l'intérieur de l'anneau. Et tous ceux qui tournent dans l'autre sens, les rouges, ils sont dans l'autre sens. Et ils ne communiquent pas entre eux ici. On dit merci Quentin, voilà. Un grand plaisir. Moi, c'est Bruno Fréchard. Je suis chercheur dans l'équipe Loki à INRIA. Donc, c'est une équipe où on fait de l'interaction humain-machine. Ouais. Peut-être présenter un petit peu, en général, l'interaction humain-machine, qu'est-ce que c'est? On s'intéresse autant à l'humain qu'aux ordinateurs. Quand on parle de machine, on parle de tout ce qui est téléphone, ordinateur, comme un ordinateur portable. Aussi casque de réalité virtuelle et tout ce qui est interactif, en fait. Ça peut être aussi littéralement une machine à café. Ouais. Ce qui nous intéresse, qu'est-ce que l'humain comprend de ce qui lui est donné en information? Et qu'est-ce que la machine peut donner en information? Où l'idée, c'est qu'on a toute une veste sur nous, et quand on est, par exemple, dans un jeu vidéo, et qu'on est en train de se faire tirer dessus, bon, c'est un exemple qui est pas le mieux, je dirais, mais pourquoi pas, on va pouvoir, en effet, avoir des vibrations avec des sortes de moteurs qui vibrent au niveau du corps, qui vont nous donner l'impression, par exemple, d'être touché par quelque chose. Ce qui nous, par exemple, nous intéresse en recherche, c'est on se pose la question de comment est-ce qu'on crée ce type d'expérience, et comment est-ce qu'on peut les prototyper. Donc là, nous, on avait un système qui a été créé avec, par exemple, juste 4 vibreurs qui sont avec des fils assez longs où on peut les accrocher directement sur le corps. On a une petite séquence vidéo. Là, ce qu'on avait demandé, par exemple, dans une expérience, c'était à des personnes de se mettre à 2 ensemble et d'essayer de créer une expérience haptique à partir de ça, par exemple. Par exemple, la lire et de se dire, bah là, quand là, le personnage de Céleste appuie sur le nuage, par exemple, bah, là, j'aimerais bien créer une sorte de sentiment au niveau des pieds, d'appuyer sur une sorte de trampoline. Et donc après, avec le système, ce qui nous intéressait dans l'expérience, c'est de voir bah, comment les gens communiquent ça aux partenaires. Et ce qu'on peut voir en fait là, c'est une expérience qui a déjà été enregistrée. Les différents rectangles montrent des vibrations à différents niveaux d'amplitude. Et chaque ligne correspond à un des vibreurs qui est ici. Donc là, j'ai 4 vibreurs. On a 4 lignes qui sont là. Et là, par exemple, si je joue ce pattern-là, normalement, chaque vibreur, il y a une ligne de temps qui va continuer, et chaque vibreur vibre à son tour, suivant le pattern qui a été enregistré. De nouveau, ce qu'on appelle tacton. Un tacton, c'est en gros une sorte d'icône vibrotactile, et qui va être, par exemple, un pattern comme ça dans le temps. Et après, le but étant de, bah, par exemple, si on prend la vidéo à nouveau de ce jeu vidéo, bah, de voir, ok, j'essaie de synchroniser ça par rapport à la vidéo et voir est-ce que ça marcherait en expérience. Là, j'ai pas pris de scotch, quoi que ce soit pour le mettre sur le corps, mais je pourrais par exemple le mettre sur l'avant-bras et voir, bah ok, je le mets là, et en sentant l'expérience directement sur le corps, se dire, bah non, peut-être qu'en fait ça c'est pas agréable ici, je le bougerai plutôt ici, peut-être que je diminuerai l'intensité, et ensuite, il y a une notion de pouvoir bouger les différents blocs. Je sais pas si les gens ont déjà fait par exemple de la musique assistée par ordinateur, ça ressemble beaucoup à modifier des messages MIDI. Comme quand on joue avec un piano par exemple en MIDI. Passer à une expérience qui est vraiment intégrée à un jeu vidéo, en effet, il faut le coder, il faut l'intégrer, donc là on passe à autre chose. Surtout que là les vibreurs utilisés sont des vibreurs relativement simples. Si on prend par exemple les vibreurs dans la Switch, là ceci on peut contrôler grosso modo l'amplitude, c'est-à-dire la force en gros de la vibration. Ouais. Mais sur d'autres vibreurs comme celui de la Switch, on peut contrôler aussi la fréquence, donc c'est-à-dire à quelle hauteur en termes de pitch, en termes de comme sur une note, quand on a la gamme des notes en musique. On peut même faire de la musique d'ailleurs, les nouveaux. Je sais que les nouveaux de la Switch 2, ils font de la. Ils font les petites mélodies. Ils font de la musique, ouais. Ouais, bah ça m'étonne pas. Bah, typiquement, on peut contrôler la fréquence et en fait, contrôler la fréquence, ça a été beaucoup étudié en recherche, permet de créer des sensations particulières. Mais au-delà de la blague, un truc qui est intéressant, c'est que dans les expériences, on avait fait vraiment des pilotes, donc c'est avant de commencer à faire vraiment des expériences complètes, c'est plus commencer à tâter un peu le terrain. On avait mis des participants ensemble, et à un moment, il y avait une sorte de pause pendant la session, où on avait coupé la vidéo, on avait coupé Zoom, mais les systèmes étaient toujours connectés. Ah oui, donc on peut encore communiquer un peu. On pouvait encore faire vibrer, et en fait ce qui était intéressant, c'est qu'on avait une remarque, à un moment justement quelqu'un avait commencé à faire vibrer le système, mais sans se voir, sans pouvoir communiquer au-delà de juste faire des vibrations.
il y avait un côté très dérangeant. Et en fait, je pense que dans ce cas-là, si quelqu'un pouvait contrôler sur toi quelque chose, très vite, tu aurais un sentiment de... Enfin, peut-être. Tu pourrais avoir un sentiment d'insécurité ou un sentiment d'une intimité qui est cassée dans un sens. Et donc là, c'est tout l'aspect humain qui est super intéressant dans notre domaine et vraiment important. Mais voilà. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail là-dessus. Très bien. Mais d'accord, mais merci beaucoup. C'est ce qui est étudié. Et merci encore.